C'est un film de char vampire, c'est un film de science-fiction, c'est un film d'horreur, c'est une comédie et c'est clairement une allégorie pour quelque chose. Mais de quoi? Maudite bonne question. Tout ça, c'est notre film d'aujourd'hui. Pourquoi c'est bon? C'est notre spécial Fantasia 2023. Ferrat Vampire de 1982. Je l'ai vu donc dans le cadre de Fantasia ici à Montréal. C'est le seul film que je suis allé voir cette année avec une bande de copains. Le film soulève des questions. Il y en a qui sont grossières, honnêtement, mais il y en a qui sont beaucoup plus subtiles puis beaucoup plus intéressantes et profondes, à mon avis. Je vais y revenir dans un instant. Mais qu'est-ce que c'est avant tout? Comme j'ai mentionné, c'est un film de 1982. C'est un film tchécoslovaque. Alors, le réalisateur, c'est Juraj Herz. C'est un spécialiste, apparemment, du film de genre tchécoslovaque. Tout le film, en vérité, est un peu un conventum du film de genre tchécoslovaque. Le scénario est basé sur une histoire d'un monsieur qui s'appelle Josef Nesvadba, qui ici n'est pas très connu, mais en Tchécoslovaquie, ça a l'air d'être une sorte de monument national. Il a notamment écrit l'histoire, si c'est pas carrément le scénario, pour deux films tchèques qui sont sur ma liste à deux films à regarder depuis très longtemps, à savoir Messieurs, j'ai tué Einstein, une comédie de voyage dans le temps, et hier, je me suis levé et je me suis brûlé avec mon thé, c'est ça le titre. Puis les acteurs, je vais les nommer dans un instant au fur et à mesure. Eux aussi, il y en a plusieurs qui apparaissent là, dans un certain nombre de films tchèques de science-fiction ou d'horreur. Qu'est-ce que ça raconte? En gros, ce qui se passe, c'est qu'on a une compagnie maléfique et diabolique, la compagnie Ferrat, et ils ont bâti une voiture qui est clairement maléfique, puis on le sait dès le début que c'est une histoire de vampirisme parce que c'est dans le titre essentiellement. Il y a en tchécoslovaque, Ferrat, il y a un jeu de mots avec le titre de Nosferatu. Là. Donc tout le monde en allant voir le film sait que c'est une voiture vampire. Ce dont on n'est pas certain en regardant le film, c'est est-ce que la voiture est possédée, est-ce que c'est un vampirisme surnaturel ou est-ce que tout ça est scientifique finalement? Le film ne répond pas entièrement aux questions, mais grosso modo, c'est plus du bas science-fiction. La voiture n'est pas possédée, mais son moteur pompe le sang des personnes qui conduisent. Et on va voir donc principalement deux femmes piloter cette voiture-là. Du côté de la compagnie Ferrat, on a la pilote en question qui meurt assez rapidement, ou du moins semble-t-il. On a l'entraîneur de cette pilote-là. Et on a Madame Ferrat, la patronne, mais qui semble, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai compris, qui semble avoir ses propres employeurs ou des gens à qui elle rend des comptes. Puis, moi, il m'a semblé en tout cas qu'il y avait une ouverture là-dessus de... Ces patrons sont-ils des vampires, finalement, des vrais vampires? Donc, ça c'est du côté de la compagnie maléfique, mais du côté des gentils, on a une équipe d'ambulanciers, un gars et une fille. Le gars, c'est un docteur, c'est notre héros. Et la fille, c'est elle qui pilote l'ambulance et dès le début, il est évident qu'elle veut être pilote de course, elle rêve d'être pilote de course. Notre équipe d'ambulanciers se ramasse au fin fond d'un champ, puis c'est là qu'ils rencontrent la voiture, la Ferrat avec la pilote. Et c'est ça, une scène ou deux plus tard, il tombe sur le site d'un accident de voiture où est-ce que la pilote semble être décédée. Plutôt curieux quand le docteur, notre héros, donc, se rend à la morgue, il rencontre le coroner, et le coroner lui explique que c'est comme si son sang avait été absorbé par la plante de son pied, n'est-ce pas? La plante de son pied qui pèse sur le champignon, là, sur l'accélérateur. Puis, ça prend pas beaucoup de temps pour que notre chauffeuse d'ambulance se fasse recruter, en fait, par l'entraîneur de l'écurie Ferrat. Et, c'est ça, elle se fait promettre qu'elle va être pilote de course. Puis, il y a une grande course là, qui aura lieu dans quelques semaines. Donc, son rêve se réalise, elle va se faire entraîner, voilà. Puis, elle sort plus ou moins de la vie du héros, mais lui se dit, écoute donc, si c'est un char vampire, la vie de ma dulcinée est en danger parce qu'il est en amour avec elle.
il décide de faire son enquête, puis de prouver que la voiture est dangereuse. Puis, ben, notre héros, le docteur, il fait la rencontre d'une sorte de complotiste qui, lui, est convaincu que oui, effectivement, c'est un char vampire, que c'est un complot maléfique. Et ben, les deux, ensemble, ils vont faire équipe, et ils vont progressivement découvrir le terrible secret, mais est-ce que c'est réellement ça qui est en train de se passer? Oui puis non, pas vraiment, en fait. Puis, ça m'amène donc à pourquoi c'est bon, les 3 raisons. Il y en a plus que ça en vérité, mais les 3 raisons que j'ai identifiées. Bon, je vais quand même dire en partant que c'est pas, honnêtement, au niveau de la réalisation, c'est pas mon genre de film. Puis, avant d'aller dans pourquoi c'est bon, je vais quand même dire que c'est ça, un des côtés allégoriques du film, c'est clairement au premier degré, la voiture, c'est maléfique, ou la société de consommation, c'est maléfique, mais ce côté-là du message, il est vraiment martelé à coups de matraque. C'est pas subtil, là. Vraiment, 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 vraiment pas subtil, là, cet aspect-là. Mais déjà que la métaphore en partant n'est pas... c'est gros un peu, ben c'est ça. Mais c'est ça qui est intéressant en partant, c'est que pour un film qui n'est pas toujours adroit, d'après moi, puis dont le message est par moments vraiment, comme on dit, lourdingue, il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement subtiles, en fait, puis finement observées. Puis la première chose, c'est, bon, le film entretient un dialogue constant avec la mythologie du vampire. Puis il y a tout un réseau de significations dans le film qui sont laissées dans le non-dit, essentiellement. Il y a des choses qui sont dites explicitement puis qui sont exploitées, comme par exemple le fait que la victime du vampirisme développe une sorte de dépendance, qui est aussi une dépendance sexuelle. Puis c'est ça, il y a des aspects de ce dialogue-là avec le vampirisme qui sont plus ou moins explicites, mais il y en a qui sont beaucoup plus subtils. Puis celui que j'ai préféré, puis il y a un côté peut-être polémique à celui-là, c'est que la Madame Ferrat, qui est la patronne, ou au moins le visage de la compagnie, qui est une dame plutôt âgée, là, elle a facilement dépassé ses 50 ans, plus les 60 à mon avis, ben il est 100% évident qu'elle entretient une relation de lesbienne là, avec au moins une de ses employées qui est dans sa vingtaine. Si c'est pas plus, je veux dire, tu sais, c'est gros, ils se font des caresses. À un moment donné, il y a une séquence où est-ce que Madame Ferrat allume 2 cigarettes. Elle est en train de parler avec le docteur, le héros, puis elle allume 2 cigarettes, comme à un amant, puis elle donne une des cigarettes à sa secrétaire qui est derrière elle. Bon, mais cet aspect-là, puis je commence par celui-là parce que, encore une fois, c'est ce que j'ai préféré. Quand j'en ai parlé avec mes amis après le film, j'ai senti, peut-être que j'ai imaginé, mais j'ai senti qu'il y avait un léger malaise à aborder cet aspect-là, le côté lesbienne-vampire, parce qu'on est dans un climat actuellement au niveau du discours collectif et, c'est ça, le discours public, là, où est-ce que les questions d'orientation sexuelle et d'identité sexuelle sont très présentes et souvent d'une manière qui est extrêmement virulente. Puis, j'ai pas l'impression, pour couper court, j'ai pas l'impression que c'est approprié essentiellement, que c'est justifié de regarder cet aspect-là du film sous cet angle-là. Parce que moi, ce que j'ai aimé de ce côté-là, c'est qu'il y a une riche tradition de l'histoire de lesbiennes vampires. Au cinéma, mais aussi en littérature. C'est quoi, Sheridan Le Fanu, là, je pense que c'est Carmilla. J'ai oublié de vérifier la date, mais je pense que ça date d'avant Dracula, là, Carmilla. Puis de mémoire, je ne l'ai pas lu, c'est une histoire de lesbienne vampire qui a été adaptée, je crois, au cinéma plusieurs fois, entre autres dans Blood Spattered Bride, que j'avais beaucoup aimé, le super bon film. Mais c'est ça, le film de lesbienne vampire, c'est un sous-genre en soi, extrêmement fécond, à peu près toute la filmographie de Jean Rollin, là, les 2 orphelines vampires, puis la vampire nue, etc. C'est extrêmement fréquent, là, le thème de...
C'est ça, de la lesbienne vampire, essentiellement. Vampiros Lesbos, de Jess Franco. Un autre film que, honnêtement, j'ai trouvé super bon. Puis c'est ça, les exemples, ça serait facile d'en trouver d'autres. Là. The Hunger, avec Catherine Deneuve, puis David Bowie, puis Susan Sarandon. Donc ça commence comme une histoire, si on veut, de vampirisme hétérosexuel, Catherine Deneuve, David Bowie, mais assez rapidement, l'attraction principale, ça devient entre Catherine Deneuve puis Susan Sarandon. Puis mon impression à moi, c'est que il y a autant d'histoires de lesbiennes vampires que ça, parce que ça touche vraiment une corde sensible hyper profonde, on va dire dans la psyché collective. Puis ce truc-là, c'est en lien avec clairement la sexualité, l'érotisme, puis la mortalité. Mais j'ai l'impression aussi que c'est une expression typiquement féminine de ça. Que c'est un aspect de le rapport à la question de la sexualité, mais d'un point de vue plus féminin. Que finalement, c'est des lesbiennes vampires, pas à cause du voyeurisme mâle, quoique il y a de ça, c'est certain, mais parce que ça touche à quelque chose que les filles comprennent, puis que les gars comprennent moins. C'est une forme d'expression de l'érotisme féminin. Puis tout le vampirisme en général. C'est la version sombre du prince charmant, là, Dracula, par exemple, c'est ça. Mais à la base, le vampirisme est plutôt proche des fantasmes traditionnels féminins. Mon intuition, mon impression serait que quand on voit, c'est ça, des films de lesbiennes vampires, oui, il est certain que ça cherche à titiller la soif d'érotisme du spectateur mâle, mais ça ne fait pas que ça du tout, du tout. Il y a l'air d'avoir une sorte de trame narrative implicite dans tous ces films-là par rapport à le désir, la sexualité, le fait de vieillir, le désir de conserver la beauté, un peu toutes ces choses-là, mais c'est plus profond que ça. Puis je pense que justement, c'est une émotion, un réseau d'émotions qui sont, ou d'affects, ou de questions qui sont difficilement résumables en une phrase ou deux, mais qui s'expriment très très bien par une œuvre poétique ou artistique, là, qui s'exprime très bien par le thème de la lesbienne vampire. Mais bon, ce que j'ai aimé là-dedans, c'est le fait que le film est conscient de ce riche intertexte, là, de ce riche réseau de significations culturelles, comme pan-culturelles en Occident certainement. Il est conscient que ça existe, puis il tape là-dedans, mais sans le dire explicitement. Puis ça aide, c'est aidé par le fait que la dame là, qui fait Madame Ferrat, moi j'ai trouvé que c'est la meilleure actrice du film, elle est jouée par une madame qui s'appelle Zdenka Prochaskova, je crois. Puis toutes les scènes où est-ce qu'elle apparaît sont portées par un paquet de références, moi j'ai trouvé en tout cas, à ce corpus-là littéraire et cinématographique de la lesbienne vampire. Puis dans aucun de ces films-là, justement, de quoi est-ce que c'est la métaphore? C'est jamais dit explicitement, c'est plus ressenti, c'est plus présenté. Puis encore une fois, je pense qu'on aurait tort de voir uniquement de la titillation, c'est jamais rien que ça. Il y a toujours une forme de nostalgie, de chagrin, de regret, d'attirance. Dans le film de Lesbienne vampire, là, cette émotion-là, c'est hyper, hyper, hyper répandu. C'est pas juste Eros Thanatos, là, si on veut. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Là. C'est comme la variation féminine du regret de l'impermanence des choses, plus ou moins jusqu'à un certain point. Mais bon, comme je mentionne, le film tape là-dedans, puis ça, j'ai trouvé que c'était très, très bon, parce que justement, c'était dans le non-dit. Puis, à toutes les fois, honnêtement, que le film fait référence à des choses sans les dire explicitement, je trouve que le film marche très, très bien. Deuxième chose que je vais mentionner très rapidement dans le film, que j'ai bien aimé, il y a une séquence de cauchemar où on croit qu'on est en train de voir le moteur de la voiture, où le docteur, le personnage principal, ouvre le capot du char, puis finalement découvre que c'était
un truc monstrueux, là. Ça fait énormément penser à Vidéodrome de David Cronenberg, où James Woods a des hallucinations parce qu'il a été exposé à des ondes bizarres, puis c'est un spécialiste, un pornographe dans Vidéodrome. James Woods joue un gars qui a une chaîne de télévision pornographique, puis qui est tout le temps en train de chercher le contenu le plus hard possible. En 81-82, ça se passe. Puis il finit par trouver sur des cassettes de snuff horribles. Mais en les regardant, il y a un signal mystérieux qui modifie son cerveau, puis qui fait qu'il commence à avoir des hallucinations, mais à peut-être voir une autre réalité. Donc, Vidéodrome, si vous ne l'avez pas vu, sérieux, là, courez regarder ça, c'est vraiment excellent. Beaucoup de points de vue, c'est un de ses meilleurs à Cronenberg. Puis, il y a une séquence là-dedans où est-ce que c'est la séquence la plus célèbre, où James Woods voit Debbie Harry, la chanteuse, elle joue là-dedans, puis elle apparaît dans la télévision, puis la télévision se met à vibrer, puis à gonfler, puis là, James Woods est happé à l'intérieur de la télévision, puis en sort transformé. Bon, ben, cette séquence-là de Vidéodrome ressemble beaucoup à celle de Ferrade Vampire, puis c'est très efficace. C'est une séquence de rêve, mais c'est la seule vraie séquence d'horreur du film, moi j'ai trouvé. Mais ça marche plutôt très bien. Notons au passage, de notre côté conventum du genre tchécoslovaque, que l'animation de la voiture diabolique avec les organes à l'intérieur, elle est, si je me fie à l'IMDb, Wikipédia, elle est signée par Jan Svankmajer, maître du stop motion surréaliste contemporain, moderne, là, donc années 80-90. Il a fait entre autres un Alice, il est très très connu pour ça, une version de Alice au Pays des Merveilles. Il a aussi fait un Faust dans lequel on trouve Peter Čepek ou Čepek, c'est qui joue l'entraîneur. Ok, donc c'est ça. Donc encore une fois, il y a vraiment tout un réseau, là. Le gars qui joue l'entraîneur de la fée, le gars qui travaille pour Ferrat, ben c'est ça, c'est lui qui joue Faust dans le Faust de Svankmajer. Et c'est d'ailleurs il joue aussi dans Messieurs, j'ai tué Einstein, que j'ai mentionné tantôt. Il fait Einstein dans ce film-là. Voilà. Donc, cette séquence-là, je ne m'étendrai pas sur celle-là, mais la séquence où est-ce que le docteur rêve qu'il voit les organes de la voiture, puis il découvre qu'il y a des organes à l'intérieur, etc. Bon, ben, c'est très cool. Ça fonctionne bien. Là. Pour l'amateur d'un film d'horreur, là, c'est très réussi. Bon. Puis, la dernière affaire que je mentionne, j'aurais pu en nommer d'autres. Bon, j'ai passé dire une des raisons pour lesquelles c'est bon, c'est que le char est cool. Le char est cool. C'est pas sa seule apparition au cinéma. Il a joué dans un autre des films que j'ai mentionné. Je ne suis pas certain lequel, je ne l'ai pas vu encore. Mais là-dedans, c'est un char, c'est une Skoda 110 Super Sport. Un char expérimental qui n'a jamais été mis en production, si j'ai bien compris. Fait que ça, c'est la raison bonus pour laquelle c'est bon, parce que le char est très très cool, moi j'ai trouvé. Mais troisième raison, puis ça va m'amener à mon sujet de réflexion rapide pour aujourd'hui, qui est en lien avec la question d'allégorie puis d'idéologie, mais c'est que le monde se fait manipuler là-dedans, puis non seulement ils se font manipuler, mais ça marche. Éventuellement, le docteur, qui est en amour avec l'ambulancière, puis qui veut prouver qu'il y a un complot, ben, il se fait engager par la compagnie Ferrat qui lui dit « Non, non, vous avez carte blanche, vous pouvez enquêter sur ce que vous voulez, arriver à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, voilà. » Il se fait carrément payer, je pense même pour ça, là, pour prouver qu'il n'y a pas de complot diabolique chez Ferrat. Mais c'est gros comme le bras qu'il y a un complot diabolique, là. C'est limite si Mme Ferrat la voit pendant qu'elle dit ça, là. J'exagère un peu, mais c'est évident là, qu'elle est en train d'y passer une vite. Mais ce qu'on se rend compte éventuellement, c'est qu'une énorme partie du film est une supercherie, en fait. Alors là, il y a vraiment une voiture vampire. Là, je vous vends un peu toutes les punches, mais le film est dur à trouver. Je ne pense pas que vous m'en tiendrez trop rigueur, je l'espère. C'est ça. Il se rend compte qu'il y a toute une série de supercheries élaborées et que
lui, le héros, le docteur, est tombé dans le panneau, là, depuis le début. Il se fait manipuler depuis le début, puis ça, bon, voilà. Fait qu'il y a une manipulation, elle a fonctionné. Mais il y a un deuxième exemple de ça dans le film, qui est l'ambulancière se fait engager pour être pilote de course. C'est son rêve d'être pilote de course. L'entraîneur lui dit: l'ancienne pilote est morte, tu es notre espoir, tout l'espoir de l'écurie repose sur toi. Puis là, il y a il n'y a pas de séquence de montage comme dans Rocky 3, là, mais c'est un peu le principe. Dans Rocky 3, j'ai 6 semaines pour me mettre en forme puis affronter Mr. T ou n'importe quoi. Ou Ivan Drago dans Rocky 4. Bon, puis là, il s'entraîne super fort, puis à la fin, il bat Ivan Drago, Rocky dans Rocky 4. Ben ici, c'est un peu le même principe, dans le sens où notre héroïne, notre objet d'identification, jusqu'à beaucoup de points de vue, se fait offrir son rêve d'être pilote de course, puis on y croit, là. Mais ben ça aussi, je vous divulgage le truc, je vous vends la mèche. C'est complètement du pipeau, là. Okay? C'est complètement une manipulation. Okay? Puis l'entraîneur, vers la fin, il fait un commentaire comme si c'était possible, vraiment, là, comme si c'était possible d'entraîner quelqu'un à être un pilote de course de haut niveau en 6 semaines. Fait que la manipulation a marché. Mais là où c'est vraiment fort, c'est qu'elle a marché pour moi aussi. Moi, le spectateur. Tu sais, un gars qui a vu des tonnes de films. Puis je suis pas mal certain que, pareil pour tout le monde, là. C'est pas juste parce que c'est moi. Parce que moi, je suis habitué de voir des films où est-ce que la fille, c'est ça, comme Rocky 4, comme je mentionnais tantôt, là, j'ai 6 semaines pour devenir le champion du monde, apprendre les échecs et... C'est Karate Kid, c'est ça. Puis je me suis bien dit en regardant le film, ouais, 6 semaines, c'est quand même un peu juste. Je me le suis dit, mais je voulais y croire. Puis j'ai fait confiance. Parce que mon cadre de référence, c'est les films où ça marche, puis j'ai suivi le film. Puis, mais fondamentalement, c'est parce que je voulais y croire. Puis ça a marché, mais j'ai été dupe. Le film m'a eu. Je pense qu'on a une belle démonstration là-dedans de à quel point, moi y compris, tous les êtres humains, on est facile à manipuler, en fait. Puis on est facile à manipuler parce que l'Homo sapiens se raconte des histoires, puis il veut croire les histoires. Il cherche des raisons de croire les histoires qu'il veut croire. Il décide à l'avance, à beaucoup de points de vue, le genre d'histoire qu'il veut croire, puis après ça, il cherche les preuves dans l'environnement qui vont lui prouver ça. Okay? J'ai listé quelques exemples de ça dans le corpus occidental. Okay? Parce que ça revient tout le temps, ça, finalement. Le thème de la crédulité. Donc, dans From Russia with Love, le James Bond, c'est le deuxième de la série de films. Dans les romans, je pense qu'il arrive beaucoup plus tard, le 5-6 ou quelque chose comme ça. Ce qui est très, 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 très fort dans From Russia with Love, c'est qu'en gros, Spectre monte un coup monté pour duper MI6 et James Bond. Et non seulement ça marche, mais ça marche pendant 90% du film. C'est genre... il reste quelque chose comme 15 minutes au film, genre, quand James Bond se rend compte qu'il est en train de se faire avoir. Fait que toutes les scènes, normalement, où est-ce qu'on voit James Bond en train d'être James Bond, puis de trouver les indices, puis d'être brillant et héroïque, puis tout ce que vous voulez, bien, toutes ces scènes-là, ce qu'on est réellement en train de voir, c'est James Bond qui tombe complètement dans le panneau, puis il se trouve tellement intelligent, puis MI6, M, puis tous les services secrets britanniques, tout le monde se trouve super intelligent, mais ils se font avoir tout le long. Puis la fille aussi se fait avoir. Puis, fait que c'est ça, fait que c'est intéressant là-dessus. Puis, qu'est-ce qu'ils veulent croire là-dedans? Ben, je pense que ce qu'ils veulent croire, en bonne partie, c'est à leur propre supériorité. Leur supériorité intellectuelle, leur supériorité professionnelle, en quelque part. Ils veulent toujours bien croire qu'ils ne seraient pas capables de tomber dans un panneau
dans un coup monté aussi élaboré, finalement. Fait que c'est un peu... c'est un aveuglement causé par l'orgueil, si on veut, quelque chose comme ça, mais c'est un orgueil facilement compréhensible. Là. Okay? Bon, mais on a ça aussi dans les films du Docteur Mabuse de Fritz Lang. Il y a toute une série, là. Il n'y a pas juste Fritz Lang qui en a réalisé, il y en a quelque chose comme une dizaine de ces films-là, mais Fritz Lang en particulier en a réalisé 3, qui sont excellents, excellents. Là. J'en ai réécouté 2 des 3 il n'y a pas longtemps, c'est bon, hein? C'est vraiment excellent. Puis le troisième, c'est Les 1000 yeux du Docteur Mabuse, un film que je cite assez souvent parce que j'aime énormément ce film-là. Puis, encore une fois, là-dedans, Mabuse, c'est un génie du crime. Le docteur Mabuse, c'est un génie du crime et de la manipulation. Un de ses super pouvoirs, c'est hypnotiser les gens. Dans le premier film, c'est comme ça qu'il contrôle les gens. Mais ce qui est intéressant à dire au troisième, c'est que le docteur Mabuse historique, il est mort. Il est mort, ça fait une trentaine d'années. Il meurt dans le deuxième. À la fin du premier, Dr Mabuse se fait interner dans un asile psychiatrique. Dans le deuxième, il meurt assez rapidement, mais il se trouve à posséder l'esprit de son psychiatre, comme je dis. Puis à la fin, le psychiatre, il vire fou. Lui, il termine sa carrière de génie du crime dans la même cellule que le Dr Mabuse, son regretté patient. Mais dans le troisième, le Dr Mabuse, c'est... On ne sait jamais c'est qui. On le voit, il parle, c'est un personnage, là, OK? Mais c'est qui ce gars-là? On ne le sait pas, puis on ne le saura jamais. Puis ce qu'on sait, c'est qu'il a la même vocation de gouverner le monde par le chaos. Dr Mabuse, essentiellement, c'est ça. C'est créer le chaos et l'anarchie, et être le seul qui comprend vraiment tout ce qui se passe, puis gouverner par le chaos, grosso modo. Fait que tous les films du Dr Mabuse, c'est des films ultimement de manipulation, justement. Certainement le 2 et particulièrement le 3. Puis tout le monde dans les Dr Mabuse est plus ou moins en train de jouer... Tout le monde a 2 ou 3 identités. Là. Tout le monde est en train de trahir tout le monde. Tout le monde est un agent double ou triple. Tout le monde espionne tout le monde. Puis c'est extrêmement bien réussi. Fritz Lang, c'est un maître de la réalisation, un vrai maître. Là. Il maîtrise là la réalisation, fait que ça paraît. Puis l'exemple par rapport à l'histoire qu'on veut croire, puis c'est justement, entre autres, comment est-ce qu'il manipule les gens, c'est qu'il y a un millionnaire là-dedans, un millionnaire américain. À l'époque où 1 million, c'était encore beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Puis ce millionnaire américain, qui est joué par Peter Van Eyck, est là pour signer un contrat, mais pour manipuler, donc c'est ça, Peter Van Eyck, pour pouvoir prendre contrôle de l'usine pétrochimique là, que Peter Van Eyck aimerait, que convoite légitimement, pour que le docteur Mabuse puisse détourner cette usine pétrochimique-là à ses propres fins maléfiques, il monte un des nombreux complots du film. Où est-ce qu'il va manipuler Peter Van Eyck? Puis il le manipule en lui faisant croire, en le faisant tomber en amour avec ce qui a l'air d'être une jeune femme poursuivie par un mari abusif et dangereux, puis elle est désespérée. Puis quand on la voit au début, elle est sur le bord de se suicider en sautant en bas d'un édifice. Puis là, Peter Van Eyck lui dit « Non, ne sautez pas, accrochez-vous à la vie, je vais vous aider. » Puis évidemment, c'est très vertueux de sa part, puis c'est très noble, etc. Mais ça prend pas très longtemps avant qu'on se rende compte qu'il veut coucher avec pas mal solide. C'est juste qu'il n'ose pas le dire ouvertement. Puis tout le film joue énormément avec ça. Puis il y a à un moment donné, le propriétaire de l'hôtel, tout ça se passe... Le cœur de l'intrigue se passe dans un hôtel qui est un hôtel bâti par les nazis, où tout l'hôtel est truffé de caméras puis de mécanismes d'espionnage, là. Dans une chambre d'hôtel, il y a un miroir sans teint qui permet d'espionner ce qui se passe de l'autre côté. Fait que c'est ça, le gérant de l'hôtel dit « Ah, cette femme que vous désirez tant, seriez-vous intéressé à savoir que vous pouvez l'espionner n'importe quand à travers ce miroir sans teint? D'ailleurs, la voici en train de se promener en déshabillé sexy. » Puis Peter Van Eyck, il répond « Comment osez-vous me faire une proposition aussi indécente et immorale? Je loue immédiatement cette chambre d'hôtel pour
empêcher que des méchants voyeurs abusent de cette jeune dame. Je suis outré. Ben, évidemment, c'est hyper de mauvaise foi. Mais c'est ça. Le stratagème est assez gros, surtout quand on a regardé le film à quelques reprises, puis là, on voit finalement toutes les manipulations. Puis Fritz Lang, une de ses qualités, c'est que quand tu regardes le film la première fois, tu ne les vois pas. Mais quand tu le vois la deuxième fois, tu les vois toutes. C'est vraiment très, très bien fait, en fait. Ben, Peter Van Eyck, le millionnaire américain dans le film, veut coucher avec la fille, puis il veut croire l'histoire que la fille est poursuivie par un méchant mari abusif, parce que ça lui permet de jouer le beau rôle, qui est le rôle qu'il veut jouer, puis d'être non seulement le séducteur, mais le héros qui va sauver la fille. Puis c'est comme ça que Mabuse, le Mabuse, c'est pas son vrai nom, mais le Mabuse du film, c'est comme ça qu'il manipule Peter Van Eyck, parce que il sait que c'est l'histoire qu'il veut croire. Voilà. Donc, troisième exemple, puis je pense que c'est le dernier que j'ai mis sur ma liste, mais il y en a plusieurs autres, c'est dans Usual Suspects. Puis là, encore une fois, je présume que vous l'avez vu, okay? Parce que là, je m'apprête à vous dire la fin de Usual Suspects. Là, ça fait quelque chose comme 30 ans que le film est sorti. Si vous ne l'avez pas vu, ben, allez l'écouter maintenant, peut-être sur pas. Puis en revenant, vous saurez à quoi je fais référence. Mais c'est ça. Toute l'idée de Usual Suspects, c'est que le film est plus ou moins entièrement un mensonge et que ce mensonge-là, le spectateur est en train de se faire raconter en même temps que l'agent de police qui a arrêté la personne qui compte le mensonge. Donc l'idée, c'est qu'il y a eu un massacre, il y a eu un règlement de compte hyper sanglant entre criminels sur un bateau quelque part. Tout ça, c'est extrêmement mystérieux. La police a arrêté un malfrat de troisième zone qui est Verbal Kint, qui est joué par Kevin Spacey. Il est boiteux, il est lâche, il est tout ce que vous voulez là-dedans, son personnage, puis il est en train de raconter comment il a rencontré les différents gangsters qui se sont fait finalement manipuler par un génie du crime qui est Kaiser Saucé, ce mystérieux gangster turc ou quelque chose comme ça, qui a exterminé sa famille pour montrer à quel point il était brutal et sans cœur, etc. Bon, peu importe, là, si vous l'avez vu, là, je l'ai compté tout croche, là, mais c'est le bout où est-ce qu'il raconte là, quand Kaiser Saucé tue sa famille. C'est le point, un des points les plus forts du film. C'est vraiment bon, ce bout-là. Mais l'idée, c'est qu'à peu près tout ça est un mensonge, sauf le fait que Kaiser Saucé existe, que c'est un génie du crime qui manipule les gens, etc. Puis qui a tué sa famille. Pour prouver un point, là, okay? Pour prouver qu'il n'était pas corruptible. Pas parce que ça y faisait rien, mais parce qu'il voulait prouver qu'il ne pouvait pas être manipulé comme ça. Fait que c'est ça, mais elle où la manipulation là-dedans, c'est que, encore une fois, là je dis la fin du film, Verbal Kint, c'est Kaiser Saucé. Puis, le flic, quand il voit Verbal Kint, le personnage de Kevin Spacey, tout ce qu'il voit, c'est le boiteux minable. Puis lui, il a en tête que Gabriel Byrne, l'acteur principal en principe du film, que c'est lui, en fait, le vrai Kaiser Saucé. Okay? Puis le flic considère que le gars qui a arrêté est juste un petit malfrat qui va pouvoir intimider, qui va pouvoir persuader, lui dire la vérité. Là, parce que, je me demande s'il ne fait pas carrément une sorte de discours au début à cet effet-là. Je pense qu'il dit à Verbal Kint, là, je suis plus intelligent que toi, je suis plus fort que toi, je suis à tous les points de vue supérieur à toi, dit le flic à Verbal Kint, je vais trouver la vérité, que tu le veuilles ou non. Même si tu ne sais pas, je vais l'extraire de toi parce que je suis 1000 fois meilleur que toi sur tout. La blague, c'est ça, c'est que Verbal Kint, qui est Kaiser Saucé, il sait en le voyant. Okay, parce qu'il s'est fait arrêter, il ne s'attendait pas à ça, je crois, peu importe. Parce qu'il s'est fait arrêter, il faut qu'il trouve une mystification pour laisser le flic, pour que le flic le laisse partir. Il dit, OK, il se pense meilleur que moi, je vais prouver qu'il est meilleur que moi parce que c'est l'histoire qu'il veut croire. Il veut croire qu'il est meilleur que moi, je vais lui permettre de croire cette histoire-là. Je vais jouer le rôle qu'il veut que je joue. Puis il le manipule comme ça.
Ah, tu veux croire ça? Tu sais, t'es absolument limite désespéré de croire telle affaire. Ben moi, je vais te dire exactement qu'est-ce que tu veux entendre. Puis parce que c'est ce que tu veux entendre, tu vas pas le percevoir comme de la manipulation, tu vas le percevoir comme c'est clairement la vérité parce que c'est ce que je veux entendre. Bon. Fait que Ferrat de Vampire, c'est ça que ça m'enseigne, finalement. Okay? Puis ce qui est intéressant, ce qui est particulièrement réussi, c'est que Ferrat de Vampire fait ça en montrant ses personnages croire les histoires qu'il veut croire, mais il dit aussi au spectateur, il fait la même chose au spectateur avec cette histoire de « Ah, vous voulez croire qu'on peut devenir un pilote de course en 6 semaines, comme dans Karate Kid, là, pour le karaté. » Ce qui est complètement impossible. Ça n'a aucun sens, mais on veut tellement croire que c'est vrai qu'on se dit « Ah, ben, suspension of disbelief. » Ben, finalement, c'est vrai. Peut-être que moi aussi, je pourrais être un pilote de course avec 6 semaines d'apprentissage. Donc, fait que c'est ça. Puis des exemples, c'est les 3 que j'ai nommés parce que, bon, c'est 3 films que j'aime bien, mais il y en aura des tonnes d'autres. J'ai pensé, entre autres, aux nombreux films de David Mamet où est-ce que c'est des histoires d'arnaque, comme The Spanish Prisoner, puis il y en a plusieurs autres comme ça. David Mamet est très, 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 très bon pour mettre en scène le genre de... les conmen, des histoires où est-ce que les gens se font arnaquer. Puis encore une fois, c'est parce qu'ils croient une histoire qu'ils veulent croire. La personne voit... Voilà. Il dit, OK, cette personne-là, elle cherche à croire cette histoire-là, je vais lui mettre ça en scène, puis je vais utiliser ça. Fait que ça, c'est ma piste de réflexion. Puis, pourquoi est-ce que j'en suis venu à réfléchir à ces questions-là pour ce film-là? C'est que, quand je regarde les films, moi, mes films de science-fiction, là, sur la chaîne ici, ben, comme vous le savez peut-être, je m'intéresse beaucoup aux questions d'idéologie. Puis je m'intéresse aux questions d'idéologie pour cette raison-là. Parce que j'ai l'impression que ce qu'on a souvent qu'une des forces d'un discours idéologique, quel qu'il soit, c'est de se présenter pas comme une idéologie, mais comme quelque chose qui est naturellement vrai. Puis on le perçoit comme quelque chose de naturellement vrai, parce que c'est exactement la chose qu'on veut croire. Puis quand on regarde, par exemple, des films américains, ou anglo-saxons, mais particulièrement des films américains des États-Unis, ben, est-ce qu'il ne serait pas possible qu'ils sachent ça? Est-ce que ça se pourrait pas que la puissance mondiale numéro 1 depuis 75 ans, qui domine complètement la planète militairement, économiquement et culturellement, le pays derrière Hollywood, puis Netflix, puis l'Internet, puis c'est ça, les chaînes de streaming, puis Disney, puis tout ce que vous voulez. Okay. Est-ce qu'il n'est pas possible que peut-être qu'ils soient conscients du fait qu'on peut manipuler les gens en leur racontant des histoires? Puis est-ce qu'il ne serait pas possible peut-être que, au moins en partie, ça marche, puis on s'en rende pas compte? Puis moi, je les adore, les films américains. Certainement, allés jusqu'à récemment, là. Ils sont très, 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 très bons, les films américains. Ils sont très forts, bien justement. Mais c'est pas parce que j'aime ça que c'est pas ça que je suis en train de faire. Puis qui plus est, c'est pas parce que j'aime ça que ça marche pas. Fait que j'ai décidé, c'est pas la première fois que j'en parle, mais là, j'ai réellement décidé que je vais faire une vidéo à part sur ce sujet-là précis. Sur la question d'idéologie. C'est une vidéo qui, honnêtement, je m'attends à ce que ça prenne. C'est une vidéo d'à peu près 1 heure. Je vais peut-être la diviser en 3 chapitres de 20 minutes. Là. Peu importe, vous verrez bien. Là. Mais où est-ce que, avec l'idée de réfléchir plus à ça, okay, parce que l'idée, c'est pas de dire l'idéologie c'est mal ou les Américains c'est mal ou tout ça. L'idée, c'est juste, ben, est-ce qu'il y a moyen, en regardant ces différents films-là, que j'aime, je les regarde parce que je les aime, est-ce qu'il y a moyen, en regardant ces différents films-là, puis des films aussi d'ailleurs, de développer des outils qui me permettent de voir quand il y a de l'idéologie, quand il y a une tentative de m'en passer une vite au niveau idéologique. Puis après ça, je peux choisir d'y croire ou pas, là. Mais au moins, c'est conscient. Donc, j'ai mentionné au début que le film était une allégorie pour quelque chose.
Moi, intellectuellement, traditionnellement, je viens plutôt de la ligne de gauche. Genre, j'ai été très... Je me suis senti spirituellement très proche de l'anarcho-communisme pendant assez longtemps. J'aime bien l'idée de... Il n'y a pas de maître, mais on partage. On s'entraide et on partage. Grosso modo, c'est ça. Mais je suis libre de prendre mes propres décisions. J'ai mon propre libre arbitre. Je ne suis pas de parti. Toutes ces choses-là. Fait que, bon, mais... fait que moi, quand j'ai tendance à regarder toutes ces choses-là, les questions beaucoup que je me pose, c'est du style, comment est-ce que le capitalisme fait pour continuer de marcher? Puis, une question que beaucoup de gens de gauche se sont posées. Puis, mais honnêtement, si vous êtes, mettons que vous seriez hyper à droite, puis que vous trouveriez que le communisme, c'est le mal absolu, puis que le capitalisme, c'est super merveilleux, bien, j'oserais vous dire que c'est exactement la même question. OK? Si c'est si maléfique que ça, comment ça se fait qu'il y a autant de monde qui y croit, qui veulent y croire? Fait que je pense qu'en vérité, peu importe où est-ce qu'on est sur le spectre idéologique, même si moi, encore une fois, je suis plutôt dans le camp extrême gauche, là, OK? Extrême gauche indépendantiste du Québec, en plus, là, fait que c'est une telle bien particulière. Mais c'est ça, peu importe où est-ce qu'on est sur le spectre, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que, bon, dans mon cas, je veux dire le capitalisme, mais mettez ce que vous voulez, le racisme, si vous voulez, peu importe c'est quoi, là. Qu'est-ce qui fait que le isme méchant de votre choix fonctionne, puis certainement que le capitalisme perdure à travers des crises à peu près ininterrompues à tous les 10 ans depuis qu'il existe, ben c'est parce qu'il raconte une histoire que le monde veut croire. Bon. Puis c'est quoi cette histoire-là? Ça va être ça le sujet de ma vidéo. Une longue vidéo que je prévois faire. J'ai déjà fait mon plan. Ça fait que... Puis juste pour vous titiller encore une fois, ben, cette histoire-là, est-ce qu'elle n'aurait pas un rapport peut-être avec le progrès? Puis, est-ce qu'on peut faire un rapprochement avec notre érotisme d'histoire de vampire? Est-ce que tout ça serait lié? Ouh, on verra bien. Fait que, c'est ça pour ça. Recommandation. Recommandation, c'est un de mes films préférés, c'est Crash. Crash de David Cronenberg, un film des années 90. J'adore ce film-là à peu près tous les points de vue possibles. C'est basé sur un roman de J.J. Ballard que j'ai lu. Il y a aussi, je pense, un court-métrage narré par Ballard. Je ne sais pas s'il l'a réalisé, mais des années 60-70. Bon, puis Crash, en gros, qu'est-ce que ça raconte? C'est un réalisateur de films qui est riche, puis qui a beaucoup de succès, mais dont la vie est centrée autour de sa vie sexuelle hyper blasée. Et il est marié avec une femme splendide, et les deux partagent donc cette sexualité débridée, mais sans joie. Et ils ont un accident de voiture. Puis un grave accident de voiture. Là, okay? Il faut qu'il y ait en réhabilitation, etc. Mais ce faisant, au cours de leur réhabilitation physique, ils se rendent compte qu'il y a une sorte de culte ou de secte psychosexuelle qui a érotisé la voiture et l'accident de voiture. Le slogan sur le poster de Crash, de mémoire, c'était « Sex and Car Crashes ». Puis le film est à peu près entièrement raconté par des scènes de cul. Je pense qu'il y en a 18, j'avais compté à l'époque. De mémoire, il y a 18 scènes de baise dans le film. Puis des scènes d'accident de char. Mais c'est renversant et génial et brillant comme film. Puis, il y a là-dedans la profonde attraction animale, viscérale vers l'érotisme, mais le rapport aussi, c'est ça explore une genre de zone sombre entre la sexualité, puis le désir sexuel, puis la mortalité, puis tout ça. Puis une place où est-ce que, psychiquement, on sait qu'il y a quelque chose, parce qu'on est tout le temps en train d'en parler dans les films, mais on ne sait pas exactement c'est quoi. Puis c'est peut-être en lien avec le refoulement sexuel qui est extrêmement répandu partout sur la planète depuis des milliers d'années. Mais il n'y a peut-être pas que ça. C'est ça, il y a une zone là qu'on ne sait pas c'est quoi.
tu sais. Mais il y a de quoi. Puis Crash en parle. Puis incidemment, dans les histoires de lesbiennes vampires, je pense que c'est à ça que ça touche. C'est peut-être d'un certain point de vue que Crash serait un pendant plus masculin de la même question, des mêmes zones. Là. Okay. Puis, juste mentionner sur Crash de Cronenberg, encore une fois, si vous n'avez jamais vu ça, là, ça c'est un vrai chef-d'œuvre, Crash de Cronenberg. Là. On est chanceux que ce film-là existe. Moi, je trouve, en tout cas. Un film pour grandes personnes. Puis, il y a un bouquin, comme j'ai mentionné, puis je l'ai lu, le bouquin. Puis, je sais pas qu'est-ce qu'il disait ça. C'est soit Cronenberg, soit Ballard, qui disait « Le film de Crash se termine là où le livre commence. » Puis, le livre raconte la même histoire que le film, grosso modo, les accidents de char, le gars qui est le chef de ce mouvement-là, le réalisateur, tout ça. Mais au niveau, si on veut, psychosexuel, de cet affect-là, de cette exploration-là, de cet état-là, okay. Le livre va beaucoup plus loin, puis il y a une scène où le héros couche avec le gars qui est le chef de la secte, là, le chef du mouvement. Il couche dans le char. Ils baissent ensemble dans le char. C'est très... Il y a du sperme, là, je veux dire, c'est très, là, X, là, OK? C'est les odeurs de sexe homosexuel. Je veux dire, c'est... Bon, super bonne scène. C'est vraiment excellent, ce bout-là. Il n'y a aucune manière de lire cette scène-là comme une condamnation de l'homosexualité ou une valorisation des identités sexuelles ou comme quoi que ce soit qui a rapport avec ça. Parce que c'est pas de ça dont ça parle, mais c'est hyper sexuel. C'est la quintessence là, de ce qui est possible de faire au niveau de l'expérience sexuelle, de retranscrire, de décrire là, les affects là, sexuels dans un bouquin. C'est bon. Puis c'est ça. Puis de deux gars qui couchent ensemble, mais c'est pas une affaire de gay ou pas gay. C'est tellement animal, puis en même temps tellement lié à la question de la voiture que si vous lisez le passage, vous allez voir que c'est impossible de poser la question. C'est pas une question... C'est un endroit où est-ce qu'on peut voir que limiter la conversation, comme on le fait actuellement, à certaines définitions de la sexualité ou de l'expression de la sexualité ou des identités, c'est extrêmement risqué. Puis c'est pratique dans certaines situations, certainement. Okay. Mais ça ne se réduit pas là, à un acte ou à un désir ou à quoi que ce soit. Là. Bon, c'est ça. Puis justement, je fais le rapprochement avec le truc de lesbienne vampire, parce que je pense, moi, comme être humain, là, comme gars, comme homo sapiens, je trouve ça plus intéressant. Là, je trouve ça intéressant que cette affaire-là existe, puis ça participe de qui on est, de notre nature plus ou moins profonde, certainement comme mammifère, puis comme animal rationnel, je veux dire, contradictoire et rationnel, tout ça. Il y a du jus, là. Okay? Puis c'est pas sécuritaire, cette question-là. Parce que c'est profond, puis ça touche à l'inconscient, à toutes ces affaires-là, à notre nature primale, à notre côté violent jusqu'à un certain point, parce que c'est les pulsions animales. Fait qu'on n'est pas dans la politesse, on n'est pas dans la gentillesse idéologique ou dans le bien ou la vertu. Ça touche à rien de ça, mais ça touche à quelque chose qui est assez profond dans le fait d'être un être humain sur Terre. Puis c'est ça, l'art est très bon pour exprimer ces choses-là, moi je pense. Puis il y a ça dans Crash, puis c'est bon en crise, le Crash, là, c'est vraiment bon. Voilà, puis pour revenir à mon film, en attendant, c'est ça que je sorte ma vidéo plus longue là, sur cette question d'idéologie, où est-ce que je prévois rentrer plus en détail dans les histoires de vampirisme, puis de sexualité, puis d'idéologie, etc. En attendant tout ça, pourquoi est-ce que c'est bon, Sarah de vampire? C'est bon, pas tant à cause de son message explicite qui est un peu lourdingue, mais c'est bon parce que il soulève beaucoup de questions silencieuses, en fait. Et que ces questions-là sont vraiment, vraiment super intéressantes.